Au cœur de l'Ukraine se trouve un endroit où les aiguilles de l'horloge humaine se sont arrêtées de tourner le 26 avril 1986, tandis que l'horloge de la nature a poursuivi son rythme éternel. Il s'agit de la zone d'exclusion de Tchernobyl, un monument de 2600 km² témoignant à la fois de la folie humaine et de l'incroyable résilience de la nature. Ici, dans cette nature sauvage et radioactive, la vie n'a pas seulement survécu, elle a prospéré. L'absence d'intervention humaine a créé un Éden inattendu où les loups hurlent sur des terrains de jeux abandonnés, où les ours se traînent dans des villages déserts et où des oiseaux rares nichent dans les vestiges des tours de refroidissement d'un réacteur nucléaire. Les radiations mêmes qui ont chassé les humains sont devenues la barrière protectrice de la nature, créant la plus grande réserve naturelle d'Europe. La zone d'exclusion vibre d'une énergie débordante. Les forêts ont explosé au-delà de leurs limites d'origine, envahissant routes et bâtiments d'une main verte implacable. Les rivières coulent plus proprement qu'elles ne l'ont été depuis des décennies. L'air, autrefois chargé de pollution industrielle, ne transporte plus que les parfums purs des pins, des fleurs sauvages et de la terre fertile des zones humides intactes. Ce n'est pas l'histoire d'un désastre environnemental, c'est l'histoire d'un triomphe. L'histoire de la vie qui trouve sa voie lorsqu'on lui donne la chance de s'épanouir sans intervention humaine. Bienvenue dans le royaume sauvage de Tchernobyl, où les niveaux de radiation ne signifiaient rien pour les créatures qui ont fait de cette terre interdite leur paradis. S'étendant de part et d'autre de la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, la zone d'exclusion de Tchernobyl abrite une mosaïque d'écosystèmes variés. De denses forêts de pins dominent les sections nord, leur canopée étant si dense que la lumière du soleil pénètre à peine jusqu'au sol. Ces forêts sombres sont ponctuées de clairières où les villages abandonnés disparaissent peu à peu sous la végétation qui progresse. Au sud, les forêts mixtes de feuillus créent un environnement plus ouvert. Chênes, bouleaux et érables offrent des habitats variés, du sol à la canopée. Les changements saisonniers colorent ces forêts de spectaculaires spectacles de couleurs, du vert frais du printemps aux tapisseries dorées de l'automne. La rivière Pripyat serpente à travers la zone tel un serpent argenté, ses affluents créant un vaste réseau de voies navigables. Le long de ces rivières, les zones humides marécageuses se sont considérablement étendues. Sans gestion humaine, ces zones sont devenues l'un des écosystèmes d'eau douce les plus préservés d'Europe. Les anciennes terres agricoles se sont transformées en vastes prairies et prés. Ces prairies, autrefois dominées par les cultures, abritent aujourd'hui une biodiversité incroyable. Les fleurs sauvages tapissent le paysage au printemps et en été, tandis que les hautes herbes abritent d'innombrables petits mammifères et oiseaux. La ville abandonnée de Pripyat est le monument le plus envoûtant de la zone. La nature a entamé son lent mais inexorable processus de reconquête. Des arbres poussent à travers les fondations des bâtiments, tandis que des vignes tombent en cascade des fenêtres brisées. Ces ruines urbaines sont devenues des falaises et des grottes artificielles, offrant des sites de nidification uniques à diverses espèces. Au sein de ce paysage diversifié, des espèces remarquables sont devenues les vedettes de ce théâtre naturel. Chacune s'est adaptée à la vie dans la zone d'exclusion de manière unique et, ensemble, elles témoignent de l'incroyable capacité de la nature à se régénérer et à s'épanouir. Des prédateurs dominants qui règnent sur les forêts aux plus petites créatures qui maintiennent les fondations de l'écosystème, chaque animal joue un rôle crucial dans cette nature sauvage extraordinaire.
hurlements obsédants résonnent dans les rues abandonnées de Pripyat, tandis que la lune se lève au-dessus des vestiges squelettiques de la Grande Roue. Un magnifique loup gris, dont le pelage argenté scintille dans la lumière éthérée, se dresse au sommet d'une barrière de béton effondrée. Ses yeux jaunes scrutent le territoire que sa meute a revendiqué. Ce n'est pas un territoire ordinaire pour les loups. Nous sommes au cœur de la zone d'exclusion de Tchernobyl, où les loups sont devenus les prédateurs incontestés. Au cours des décennies qui ont suivi la catastrophe, la population de loups dans la zone a été multipliée par 7 par rapport aux zones environnantes non contaminées. Ces loups sont plus grands, plus audacieux et plus efficaces à la chasse que leurs homologues des régions habitées. La femelle alpha qui mène la meute pèse près de 60 kilos, sa musculature témoignant de l'abondance des proies qui prospèrent dans cette nature sauvage radioactive. La meute se déplace sur son territoire avec une efficacité éprouvée. 7 adultes et 4 jeunes d'1 an composent cette unité familiale, dont la coordination a été affinée par d'innombrables chasses à travers les terrains variés de la zone. Ils communiquent par des positions subtiles des oreilles, des mouvements de la queue et des gémissements à peine audibles, porteurs de sens à travers des générations de sagesse louve. Le printemps apporte de nouveaux défis et opportunités. La femelle alpha enceinte cherche un terrier sûr parmi les ruines d'une école abandonnée. Le bâtiment en ruine offre une protection parfaite contre les éléments et de multiples issues de secours en cas de danger pour ses futurs petits. Son compagnon monte la garde, sa silhouette imposante se découpant sur le ciel de l'aube, à l'affût de menaces potentielles. Avec l'arrivée de l'été, les habitudes de chasse de la meute évoluent. L'abondante population de sangliers constitue leur principale source de nourriture, mais ces loups ont également appris à exploiter les opportunités uniques de la zone. Ils ont développé des techniques de chasse dans les forêts denses, utilisant les structures abandonnées comme points d'embuscade et canalisant leurs proies par des couloirs stratégiques. L'automne transforme les loups en voyageurs infatigables. Leur territoire s'étend sur plus de 200 km², nécessitant des patrouilles constantes pour maintenir les limites et surveiller les déplacements de proies. Les hurlements de la meute deviennent plus fréquents à mesure qu'ils communiquent sur de vastes distances. Leurs voix transmettant des messages sur le territoire, l'état de la meute et le succès de la chasse. L'hiver révèle la véritable maîtrise des loups sur leur environnement. Leur épais pelage, dense et luxuriant, les protège des températures qui chutent bien en dessous de zéro. Ils se déplacent tels des ombres grises dans le paysage enneigé, leurs larges pattes faisant office de raquettes naturelles qui leur permettent de poursuivre leur proie là où les autres prédateurs ne peuvent les suivre. Le succès des loups dans la zone va au-delà de la simple survie. Ils façonnent activement l'écosystème par leurs habitudes de prédation, en contrôlant les populations d'herbivores et en créant des opportunités de régénération forestière. Leur présence a rétabli un équilibre naturel qui avait disparu de ce paysage depuis plus d'un siècle. Alors que l'appel obsédant de la femelle alpha s'estompe dans la nuit, un autre prédateur s'agite dans l'obscurité. La domination des loups sur la région est absolue, mais les eaux et les zones humides de la zone appartiennent à un autre souverain. Se déplaçant silencieusement à travers les marais à quenouilles, une imposante ours brune émerge de sa tanière hivernale, prête à reconquérir son royaume aquatique après des mois d'hibernation. D'énormes pattes clapotent dans les eaux peu profondes d'une prairie inondée, tandis qu'un ours brun de 700 kilos patauge vers un tronc d'arbre tombé. Sa fourrure brun chocolat, encore épaisse après l'hiver, capte la lumière matinale filtrant à travers la brume. Cette femelle, l'une des dizaines d'ours bruns ayant recolonisé la zone d'exclusion de Tchernobyl, représente l'une des réussites les plus remarquables en matière de conservation. Les ours bruns avaient disparu de cette région depuis plus d'un siècle avant l'accident nucléaire. Le développement industriel et l'agriculture intensive qui ont précédé Tchernobyl avaient complètement détruit leur habitat. Pourtant, dans les 2 décennies qui ont suivi la catastrophe, des ours ont commencé à réapparaître dans la zone, migrant depuis les populations de Biélorussie et établissant de nouveaux territoires dans ce paysage abandonné. Cette femelle s'est approprié un territoire de près de 50 km², un habitat privilégié pour les ours.
Son domaine comprend des forêts denses pour leurs tanières, de vastes zones humides pour la pêche et des vergers abandonnés où les arbres fruitiers continuent de produire malgré des décennies de négligence. Elle se déplace sur son territoire avec une grâce surprenante pour un animal aussi imposant, ses mouvements étant délibérés et déterminés. Le printemps réveille un puissant instinct maternel lorsqu'elle sort d'hibernation avec 2 oursons nés pendant les mois d'hiver. Les minuscules ours, pesant à peine 2 kilos chacune, s'accrochent à l'épaisse fourrure de leur mère tandis qu'elle recherche les premières pousses fraîches de la saison. Sa silhouette imposante cache une nature étonnamment douce, guidant ses oursons dans leur première leçon de survie. Le quotidien de l'ours tourne autour de la recherche constante de nourriture. Son régime omnivore s'est diversifié pour profiter des richesses uniques de la zone. Elle arrache l'écorce des arbres pour atteindre la couche sucrée du cambium, laissant sous ses griffes puissantes des marques distinctives qui servent à la fois de repères alimentaires et de marqueurs territoriaux. Le miel sauvage provenant de colonies établies dans des bâtiments abandonnés lui fournit de précieuses calories et témoigne de ses remarquables capacités de résolution de problèmes. L'été marque la saison des baies de la région et le grand ours devient un cueilleur méthodique. Sa masse imposante se déplace étonnamment silencieusement à travers les buissons de mûres et les bosquets de sureaux, son odorat fin la conduisant aux fruits les plus mûrs. Il peut consommer jusqu'à 20 kilos de baies en une seule journée, constituant ainsi les réserves de graisse qui lui permettront de survivre à l'hibernation. Les techniques de pêche de l'ours se sont adaptées aux systèmes aquatiques uniques de la zone. Dans les sous-sols inondés de bâtiments abandonnés, elle a appris à attraper les poissons piégés dans ses aquariums accidentels. Ses pattes massives, munies de griffes plus longues que des doigts humains, font d'elle une pêcheuse étonnamment efficace dans ces lieux de pêche atypiques. L'automne suscite une intense détermination lorsque l'ours entre en hyperphagie, cette période d'alimentation excessive qui la prépare à l'hibernation. Elle peut prendre jusqu'à 4 kilos par jour durant cette période cruciale, transformant son corps en un véritable système de stockage vivant pour survivre à l'hiver. Les abondantes ressources alimentaires de la zone, des pommes sauvages aux noisettes, lui fournissent les calories nécessaires à cette transformation remarquable. La préparation hivernale consiste à choisir le lieu idéal pour sa tanière. L'ours choisit un emplacement sous les racines d'un chêne massif et creuse une chambre juste assez grande pour elle et ses petits. L'entrée est orientée vers le bas pour éviter les inondations, tandis que l'orientation de la chambre profite des propriétés isolantes de l'arbre. Alors que l'ours s'installe dans sa tanière hivernale, le paysage de la zone se transforme autour d'elle. Tandis qu'elle rêve pendant les mois les plus froids, un autre prédateur maintient sa vigilance pendant la saison difficile. Là-haut, dans la canopée, 2 yeux dorés perçants observent le terrain enneigé, prêts à profiter de la moindre opportunité que l'hiver pourrait offrir. À 200 mètres au-dessus des tours de refroidissement abandonnées, ses ailes puissantes fendent l'air matinal avec une précision mécanique. L'aigle royal, dont l'envergure atteint près de 2,5 mètres, surfe sur les courants thermiques qui s'élèvent des structures de béton en train de se réchauffer. Ses yeux ambrés perçants scrutent le paysage avec une intensité prédatrice, capable de détecter le moindre mouvement à des distances qui rendraient une proie invisible à la vue humaine. Ce magnifique rapace représente le summum de la prédation aérienne dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Son territoire s'étend sur plus de 100 km² de terrains de chasse variés, des forêts denses aux prairies ouvertes, en passant par les paysages verticaux créés par les bâtiments abandonnés. Il a fait des plus hautes structures de la zone ses postes d'observation, utilisant des tours de refroidissement, des lignes électriques et des vestiges de bâtiments comme plateformes de chasse surélevées. Les prouesses de chasse de l'aigle sont légendaires parmi les habitants de la zone. Ces serres, chacune aussi longue qu'un pouce humain et suffisamment acérée pour pénétrer l'acier, peuvent exercer une pression dépassant les 180 kg par pouce carré. Lorsqu'elles frappent,
aucune proie pesant jusqu'à 15 kg ne peut s'échapper. Lapins, jeunes cerfs et même petits sangliers sont victimes de ces attaques dévastatrices. Le printemps marque le rituel annuel de la construction du nid et du choix du partenaire. Le couple d'aigles a choisi un chêne massif près de la limite de la zone d'exclusion pour son nid. Le nid, construit sur plusieurs années, mesure près de 3 mètres de diamètre et culmine à 2 mètres de haut. Construit avec des branches aussi épaisses que des bras humains et tapissé de matériaux plus doux récupérés dans des bâtiments abandonnés, il représente l'un des plus grands nids d'oiseaux d'Europe. Les parades nuptiales de la femelle sont de spectaculaires ballets aériens exécutés à des centaines de mètres du sol. Elle serre son partenaire et, ensemble, ils sillonnent le ciel, leur corps tournoyant dans des spirales à couper le souffle, avant de se séparer quelques instants avant l'impact. Ces parades ont de multiples objectifs. Renforcer les liens du couple, établir des frontières territoriales et démontrer sa capacité à rivaliser avec d'éventuels rivaux. Les habitudes de chasse estivale révèlent l'incroyable adaptabilité de l'aigle. Il a appris à tirer profit des conditions thermiques uniques de la zone, utilisant la chaleur générée par la décomposition de la végétation dans les bâtiments abandonnés pour prolonger son vol. Cette économie d'énergie lui permet de chasser plus efficacement tout en dépensant moins d'énergie en vol. Le régime alimentaire de l'aigle dans la zone reflète l'abondance de l'écosystème. Si les petits mammifères constituent l'essentiel de ses proies, il s'est également adapté pour chasser les populations d'oiseaux prolifiques de la zone. Les oiseaux aquatiques nichant dans les nombreuses zones humides lui fournissent un repas substantiel, tandis que l'absence de perturbations humaines lui permet de chasser des espèces normalement trop méfiantes pour être capturées. La saison de migration automnale transforme l'aigle en défenseur territorial. Lorsque les jeunes aigles des populations nordiques traversent la zone, il doit constamment patrouiller ses frontières et s'engager dans des affrontements aériens pour maintenir ses positions. Ces combats aériens, menés à des vitesses et des altitudes incroyables, déterminent quels oiseaux contrôleront les territoires de chasse privilégiés de la zone. La chasse hivernale exige des stratégies différentes, car les proies se raréfient et les conditions météorologiques se dégradent. L'aigle modifie ses habitudes de chasse pour se concentrer sur les populations de mammifères de la zone qui restent actives malgré le froid. Sa vue exceptionnelle lui permet de repérer les traces de ses proies dans la neige depuis des hauteurs vertigineuses, tandis que ses puissants muscles de vol génèrent suffisamment de chaleur pour maintenir sa température corporelle même par des températures négatives. Le succès de l'aigle dans la zone va au-delà de sa simple survie. Sa présence contribue à contrôler les populations de rongeurs qui pourraient autrement endommager les écosystèmes forestiers en voie de rétablissement. Alors qu'il survole son domaine, son ombre passe au-dessus d'un autre chasseur qui règne sur les cours d'eau de la zone avec la même autorité. Dans les profondeurs d'un ruisseau immaculé, un prédateur élancé glisse silencieusement au fil du courant, tout aussi adapté à la vie dans cette nature sauvage et radioactive. Aussi élancée qu'une torpille et 2 fois plus redoutable, la loutre d'Eurasie fend les eaux cristallines d'un ruisseau qui serpente au cœur de la zone d'exclusion. Son corps aérodynamique, parfaitement adapté à la vie aquatique, la propulse dans le courant avec des mouvements ondulants qui ne créent qu'une vague à la surface. Ce prédateur remarquable a trouvé son paradis dans le vaste réseau de cours d'eau propres de la zone. Le territoire de la loutre s'étend sur 15 km de ruisseaux et de rivières immaculées. Des cours d'eau devenus plus propres depuis l'accident nucléaire qu'ils ne l'avaient été depuis des décennies. Sans pollution industrielle ni ruissellement agricole, ces eaux abritent désormais des populations de poissons florissantes qui constituent des proies abondantes pour cette chasseuse habile. Ses pattes palmées et sa queue puissante la rendent aussi à l'aise sur terre que dans l'eau. Sa technique de chasse est un chef-d'œuvre de prédation sous-marine. Plongeant jusqu'à 6 mètres de profondeur, elle peut retenir sa respiration pendant 4 minutes tout en poursuivant ses proies à travers les racines immergées et les crevasses rocheuses. Ses vibrisses sensibles détectent les moindres mouvements de l'eau créés par les poissons, ce qui lui permet de chasser efficacement même dans les eaux troubles ou l'obscurité la plus totale.
Le printemps apporte le défi d'élever une nouvelle portée de petits. La femelle a creusé une tanière sur les rives d'un étang de moulin abandonné, où le débit constant de l'eau assure à la fois protection et source de nourriture constante. Ces 3 petits, nés aveugles et sans défense, dépendent entièrement de ses talents de chasseuse pour survivre. Elle doit attraper jusqu'à 2 kilos de poissons par jour pour subvenir à ses besoins d'allaitement. Le régime alimentaire de la loutre reflète le remarquable rétablissement des écosystèmes aquatiques de la zone. Brochets, perches et gardons constituent la majorité de ses prises, mais elle capture aussi des écrevisses, des grenouilles et, occasionnellement, de petits mammifères qui s'aventurent trop près du bord de l'eau. Ses mâchoires puissantes et ses dents acérées peuvent broyer les arêtes de poissons pesant jusqu'à 3 kilos. L'abondance estivale favorise un comportement ludique qui remplit d'importantes fonctions sociales et éducatives. La loutre consacre des heures chaque jour à des activités en apparence purement récréatives. Glisser sur des bancs de boue, lutter avec ses petits et réaliser des acrobaties sous-marines. Ces comportements contribuent en réalité à maintenir une bonne condition physique, à renforcer les liens familiaux et à transmettre des techniques de chasse à la génération suivante. Le comportement territorial de la loutre se traduit par un marquage olfactif important le long des berges et de ses lieux de repos favoris. Ses glandes anales produisent un muscle distinctif qui transmet des informations sur son identité, son statut reproducteur et ses revendications territoriales. Ces marqueurs olfactifs, appelés spraints, servent de réseau de communication chimique qui aident les loutres à éviter les conflits et à coordonner leurs activités de reproduction. La pêche d'automne s'intensifie tandis que la loutre se prépare au défi de l'hiver. Elle se concentre sur la capture de poissons plus gros, plus caloriques par effort de chasse, constituant ainsi des réserves de graisse qui lui permettront de traverser les mois de vaches maigres à venir. Son épaisse fourrure, composée de jusqu'à 100 000 poils par centimètre carré, lui offre une isolation exceptionnelle qui lui permet de rester active dans des eaux presque glaciales. L'hiver transforme la loutre en spécialiste de la pêche sur glace. Lorsque les cours d'eau gèlent partiellement, elle entretient des trous d'aération grâce à une utilisation constante, créant ainsi un réseau de points d'accès lui permettant de chasser sous la glace. Sa capacité à localiser ces trous sous l'eau, même dans l'obscurité la plus totale, représente l'un des systèmes de navigation les plus remarquables de la nature. Le succès de la loutre dans la zone démontre comment une eau propre profite à des écosystèmes entiers. Sa présence témoigne de la santé des milieux aquatiques, tandis que sa prédation contribue à l'équilibre des populations de poissons. Alors qu'elle émerge de l'eau sur une berge ensoleillée pour se toiletter, son territoire borde celui d'un autre prédateur tout aussi engagé dans le maintien de l'équilibre écologique de la zone. Dans la forêt voisine, un puissant félin se prépare pour la chasse nocturne. Ses yeux jaunes, aussi intenses que des rayons laser, transpercent la pénombre du crépuscule tandis que le lynx d'Eurasie est accroupi, immobile, sur un tronc d'arbre. Son pelage tacheté, chef-d'œuvre de camouflage naturel, la rend presque invisible dans les ombres tachetées du sol de la forêt. Chaque muscle de son corps compact et puissant reste crispé par une tension prédatrice, attendant le moment idéal pour frapper. Ce félin prédateur au sommet de la chaîne alimentaire a trouvé des conditions de chasse idéales dans les forêts denses de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Son territoire s'étend sur 30 km², un habitat privilégié pour le lynx, comprenant des forêts anciennes, des villages abandonnés envahis par la végétation et des prairies où les proies s'aventurent pour se nourrir. L'absence de perturbations humaines lui a permis de chasser avec des techniques impossibles en zone peuplée. Les adaptations physiques du lynx le rendent parfaitement adapté à la vie sur les terrains variés de la zone. Ses pattes surdimensionnées lui servent de raquettes naturelles, répartissant son poids sur les surfaces molles et lui permettant de se déplacer silencieusement dans les sous-bois denses. Les touffes noires caractéristiques de ses oreilles renforcent son ouïe déjà exceptionnelle, lui permettant de détecter les battements de cœur de ses proies à des distances remarquables. Sa stratégie de chasse repose sur la patience, la discrétion et une puissance explosive. Elle peut rester immobile des heures, attendant qu'une proie s'aventure à sa portée. Lorsqu'elle attaque,
Ses puissantes pattes arrière la propulsent vers l'avant, parcourant jusqu'à 4 mètres d'un seul bond. Ses griffes rétractables, acérées comme des instruments chirurgicaux, garantissent que peu de proies s'échappent une fois capturées. Le printemps amène la responsabilité d'élever ses petits dans l'un des environnements les plus difficiles de la zone. La femelle a choisi un emplacement pour sa tanière au sous-sol d'une maison abandonnée où les murs en béton offrent une protection contre les intempéries et les prédateurs. Ces 2 petits, nés après une gestation de 70 jours, resteront dépendants de ses talents de chasseur pendant leur première année. Le régime alimentaire du lynx dans la zone reflète sa capacité d'adaptation et ses prouesses de chasseur. Si les lapins et les lièvres constituent l'essentiel de ses proies, il capture régulièrement des chevreuils, des faons, des oiseaux et même de jeunes sangliers. Ses puissantes mâchoires peuvent délivrer une morsure mortelle qui broie instantanément les vertèbres, assurant une mort rapide à ses proies. Une seule proie de grande taille peut leur assurer de la nourriture pendant plusieurs jours. La chasse estivale révèle l'incroyable furtivité du lynx. Il se déplace dans la forêt telle une ombre vivante, ses pattes coussinées ne faisant aucun bruit sur les feuilles mortes ou les débris forestiers. Son pelage tacheté brise si efficacement sa silhouette que ses proies ne détectent souvent sa présence que trop tard. On l'a vu assis à quelques mètres de serre, en train de se nourrir sans se faire remarquer. Le comportement territorial du lynx implique un marquage olfactif intensif à l'aide d'urine, d'excréments et de sécrétions des glandes faciales. Ces messages chimiques signalent sa présence aux autres lynx et fournissent des informations sur son statut reproducteur et son succès de chasse. Son territoire chevauche celui des autres lynx de son espèce, mais l'évitement temporel prévient la plupart des confrontations directes. L'automne intensifie ses activités de chasse, alors qu'elle se prépare au défi de l'hiver. Son épaisse fourrure devient encore plus dense, créant une isolation qui lui permet de rester active par des températures bien inférieures à 0. Elle se concentre sur la capture de proies plus grosses pendant cette saison, profitant des migrations automnales et de l'activité accrue des espèces proies qui se préparent à l'hiver. L'hiver transforme le lynx en fantôme des paysages enneigés. Ses grandes pattes lui permettent de se déplacer aisément sur la neige qui enliserait d'autres prédateurs, lui conférant ainsi un avantage considérable pour la chasse. Il a appris à utiliser les bâtiments abandonnés comme abri en cas de fortes intempéries, ce qui fait de lui l'un des rares grands prédateurs capables de prospérer dans les conditions les plus rudes de la région. La présence du lynx dans la zone témoigne de la santé des écosystèmes forestiers et de l'abondance de ses proies. Sa prédation contribue à maintenir l'équilibre des populations d'herbivores, empêchant le surpâturage qui pourrait nuire à la régénération forestière. Alors qu'il se fond dans l'ombre de la forêt, son territoire côtoie celui d'un autre prédateur remarquablement efficace. Dans les zones humides à la limite de son aire de répartition, un génie de l'ingénierie travaille sans relâche à remodeler le paysage aquatique. Le rongement rythmé résonne dans le marais silencieux tandis que ses puissantes dents oranges fendent le tronc d'un bouleau de 30 cm. Le castor d'Eurasie, qui pèse près de 40 kg, travaille avec la précision méthodique d'un maître artisan. Sa large queue plate claque sur le sol boueux, tandis qu'il se positionne pour un effet de levier maximal, chaque mouvement étant calculé pour abattre cet arbre avec un minimum d'effort et une sécurité maximale. Les castors sont revenus en nombre remarquable dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, leur population explosant en l'absence d'intervention humaine. Ce rongeur travailleur a trouvé les conditions idéales pour le mode de vie unique de son espèce. Une forêt abondante, des sources d'eau propres et l'absence de gestion humaine des cours d'eau.
Ces projets d'ingénierie transforment l'hydrologie de la zone au bénéfice d'innombrables autres espèces. La construction du barrage du Castor représente l'une des réalisations d'ingénierie les plus impressionnantes de la nature. Travaillant principalement de nuit, elle a passé 3 ans à construire une structure de 40 mètres de long au-dessus d'une petite vallée. Le barrage, construit à partir de branches, de boue et de pierres entrelacées, a créé un système d'étang de plus de 2 hectares et abrite un écosystème entièrement nouveau. Ces techniques de construction témoignent d'une remarquable compréhension de la physique et de l'hydrologie. Elles sélectionnent les arbres en fonction de leur espèce, de leur taille et de la proximité des chantiers, abattant souvent des arbres pesant plusieurs fois son propre poids. Ces dents puissantes, qui poussent continuellement tout au long de sa vie, peuvent ronger des arbres jusqu'à 60 cm de diamètre. Le printemps apporte des travaux d'entretien intensifs à son système de barrage. Les glaces hivernales et les crues printanières exigent des réparations constantes, et le Castor passe de longues nuits à renforcer les points faibles et à dégager les débris des déversoirs. Sa fourrure imperméable, composée d'un sous-poil dense protégé par de longs poils de garde, lui permet de travailler dans des eaux presque glaciales sans perdre sa chaleur corporelle. La hutte du Castor, construite au centre de son étang, sert à la fois de forteresse et de nurserie. L'entrée sous-marine la rend inaccessible aux prédateurs terrestres, tandis que la chambre de vie au-dessus de l'eau offre un espace sec et isolé pour l'élevage des petits. Elle partage cet espace avec son compagnon et leurs petits des 2 années précédentes, créant ainsi une cellule familiale qui collabore au projet de construction. L'été révèle toute l'ampleur de l'impact du Castor sur l'écosystème de la zone. Son étang a attiré des dizaines d'espèces d'oiseaux, des oiseaux aquatiques qui nichent dans la végétation émergente aux martins pêcheurs qui plongent pour attraper les abondantes populations de poissons. Les amphibiens se reproduisent dans les eaux peu profondes, tandis que des mammifères de toute la zone viennent s'abreuver à cette source d'eau fiable. Le régime alimentaire du Castor se compose entièrement de matière végétale, principalement de l'écorce interne des feuillus. Il peut consommer jusqu'à 2 kg d'écorce par jour, stockant de la nourriture supplémentaire sous l'eau près de sa hutte pour sa consommation hivernale. Son système digestif, doté de bactéries spécialisées, peut extraire des nutriments de la cellulose que les autres mammifères ne peuvent pas digérer. L'automne déclenche d'intenses activités de stockage de nourriture, le castor se préparant à l'isolement hivernal. Il coupe des centaines de branches et les stocke sous l'eau, lesté de boue et de pierres pour les empêcher de flotter. Cette réserve de nourriture, appelée tas de réserve, doit nourrir toute sa famille pendant les mois d'hiver, lorsque la glace empêche l'accès au bois frais. En hiver, la famille de castors vit sous la glace, dans sa hutte isolée. Ils restent actifs pendant les mois froids, se nourrissant de leurs réserves sous-marines et entretenant des trous d'aération dans la glace. Les murs épais de la hutte, combinés à la chaleur corporelle des multiples occupants, permettent de maintenir une température intérieure supérieure de 20 degrés à celle de l'air extérieur. Les travaux d'ingénierie du castor ont créé un habitat pour des espèces absentes de la zone depuis des décennies. Ces zones humides abritent des populations de loutres, offrent des sites de nidification à des oiseaux rares et créent des frayères pour des espèces de poissons. Tandis qu'il poursuit ses travaux de construction nocturne, ses activités soutiennent une autre créature qui a connu un rétablissement remarquable dans le paysage réensauvagé de la zone. Dans les prairies adjacentes à son étang, un herbivore massif émerge de la forêt pour brouter en toute sécurité dans ce paradis artificiel. Ces bois de plus d'1 mètre d'envergure captent les premiers rayons de l'aube, tandis que le magnifique cerf élaphe lève la tête après avoir brouté. Son pelage roux, aussi riche que les feuilles d'automne, rayonne de santé et de vitalité tandis qu'il contemple la prairie abandonnée devenue son royaume.
Pesant plus de 200 kg, ce cerf adulte représente le plus grand herbivore sauvage de la zone d'exclusion de Tchernobyl et incarne le remarquable rétablissement des populations de mammifères dans cette région sauvage radioactive. Les cerfs élafs ont prospéré dans la zone au-delà de toutes les prévisions scientifiques. Sans la pression de la chasse et grâce à l'abondance des ressources alimentaires, leurs populations ont connu une croissance spectaculaire, tandis que les individus sont devenus plus grands et en meilleure santé que leurs congénères des paysages aménagés. Ce cerf mène une harde de 20 femelles et leurs petits à travers un territoire qui englobe plusieurs villages abandonnés et les terres agricoles environnantes. Les bois impressionnants du cerf, qui repoussent chaque année, ont de multiples fonctions, au-delà de la simple démonstration territoriale. Ces structures osseuses, qui peuvent peser jusqu'à 10 kg, servent à la fois d'armes lors des combats avec les mâles rivaux et d'outils pour manipuler la végétation. Leurs ramifications complexes indiquent son âge, sa santé et sa qualité génétique, ce qui le rend très attractif pour les femelles reproductrices. Son quotidien est centré sur la recherche constante de fourrage de qualité. Les terres agricoles abandonnées de la zone se sont transformées en prairies diversifiées, offrant une nutrition supérieure à celle des terres agricoles intensives. Il pratique un pâturage sélectif, choisissant les plantes à leur valeur nutritionnelle optimale tout en évitant les zones à forte radiation, démontrant ainsi une compréhension instinctive de la qualité de l'environnement. Le printemps marque le début du cycle annuel de la croissance des bois et de l'établissement du territoire. En mars, le cerf perd ses bois de l'année précédente, entamant immédiatement le processus énergique de la repousse. Durant cette période de vulnérabilité, il devient plus discret, évitant les confrontations pendant que ses armes se régénèrent. Les nouveaux bois, recouverts d'un velours riche en sang, poussent à un rythme pouvant atteindre 2 cm par jour. L'impact du cerf élaf sur l'écosystème de la zone va bien au-delà du simple pâturage. Son alimentation sélective contribue au maintien de la diversité végétale dans les prairies, tandis que ses déplacements créent des pistes que d'autres animaux utilisent pour se déplacer efficacement. Son comportement de roulade, pratiqué dans les zones boueuses pendant la saison du rut, crée des micro-habitats propices à des communautés végétales et d'insectes uniques. L'été, le cerf est au meilleur de sa forme, ses bois étant parfaitement développés et endurcis pour la saison de reproduction qui approche. Il passe de longues heures à polir ses armes contre les arbres et les buissons, à retirer le velours qui les recouvre et à aiguiser les pointes. Les vergers abandonnés de la zone fournissent un pâturage de haute qualité qui contribue à son impressionnante condition physique et au développement de ses bois. Le comportement social du cerf reflète le niveau de stress réduit des cerfs de la zone. Sans la pression de la chasse humaine, il maintient des groupes plus nombreux et adopte des comportements plus détendus. Son troupeau broute librement dans des zones qui seraient trop exposées dans des paysages dominés par l'homme, profitant ainsi de la richesse nutritionnelle des terres agricoles abandonnées. L'automne transforme le cerf en véritable machine à reproduire, avec l'augmentation du taux de testostérone et le début du rut. Ses rugissements envoûtants résonnent dans les prairies tandis qu'il défie ses rivaux et attire les femelles. Ces vocalisations, audibles à plus d'1 kilomètre de distance, signalent sa présence et sa qualité aux partenaires potentiels, tout en avertissant les concurrents de garder leur distance. La survie hivernale dépend de la capacité du cerf à trouver des zones d'alimentation abritées et à économiser son énergie en cas de conditions climatiques difficiles. Les bâtiments abandonnés de la zone offrent des brise-vents et des abris qui améliorent les chances de survie par rapport aux paysages ouverts. Sa grande taille, acquise pendant les mois d'été abondants, lui fournit des réserves d'énergie qui lui permettent de survivre aux périodes où la qualité du fourrage diminue. Le succès du cerf élaf illustre comment la réduction des interférences humaines peut bénéficier aux populations de grands mammifères. Sa présence soutient les espèces charognardes en période de mortalité hivernale, tandis que ses habitudes de pâturage contribuent au maintien des prairies qui abritent de nombreuses espèces plus petites. Alors que le cerf mène sa harde vers un abri hivernal, son chemin croise celui d'un autre ongulé qui a trouvé sa place unique dans les écosystèmes diversifiés de la zone.
Dans la forêt dense adjacente à la prairie, une espèce de cerf plus discrète navigue dans les sous-bois avec autant de succès. De délicates empreintes de sabots dans la terre meuble marquent le passage de la biche, qui se ferait un chemin avec précaution dans les ombres tachetées du sous-bois. Sa silhouette compacte, parfaitement proportionnée pour la vie en forêt dense, se déplace avec une grâce de balai entre les jeunes bouleaux et les troncs d'arbres tombés. Avec seulement 30 kilos, elle incarne l'élégance et l'adaptabilité dans les forêts en voie de rétablissement de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Les populations de chevreuils de la zone ont connu une croissance explosive, avec des densités dépassant désormais celles des forêts européennes les plus productives. L'absence de pression de chasse, combinée à des conditions d'habitat idéales, a créé un véritable paradis pour les chevreuils. Cette biche partage son territoire avec des dizaines d'autres, dont la population n'est limitée que par la capacité d'accueil de leur environnement forestier. Son comportement alimentaire témoigne de la remarquable adaptabilité de l'espèce aux conditions particulières de la zone. Elle broute sélectivement les jeunes pousses, les feuilles et l'écorce, son museau étroit lui permettant de sélectionner précisément les parties les plus nutritives des plantes. L'abandon de la zone a créé une mosaïque de stades de succession forestière, offrant une diversité fourragère tout au long de l'année, favorisant son excellent succès reproducteur. Les sens aiguisés de la biche constituent sa principale défense contre les prédateurs de la zone. Ses grandes oreilles, constamment en mouvement pour capter le moindre son, lui permettent de détecter l'approche des loups ou des lynx à des distances considérables. Son odorat la guide loin des zones récemment marquées par les prédateurs, tandis que son excellente vue lui permet de repérer les mouvements à travers la végétation dense. Le printemps apporte le miracle d'une nouvelle vie. La biche se prépare à donner naissance à sa progéniture annuelle. Sa stratégie de reproduction consiste à retarder l'implantation, ce qui lui permet de programmer les naissances dans des conditions optimales. Elle recherche des endroits isolés dans des forêts denses ou des bâtiments abandonnés où ces faons tachetés resteront cachés pendant leurs premières semaines de vie, vulnérables. Le comportement maternel de la biche reflète des millions d'années d'adaptation évolutive à la pression des prédateurs. Elle allaite ses faons brièvement avant de s'éloigner, minimisant ainsi les traces olfactives qui pourraient attirer les prédateurs vers leur cachette. Son lait, riche en matières grasses et en protéines, favorise une croissance rapide qui permet aux faons de distancer la plupart des prédateurs quelques semaines après leur naissance. La cueillette estivale profite de l'incroyable diversité végétale de la zone. Les jardins abandonnés continuent de produire des fruits et légumes, offrant une nutrition de haute qualité, tandis que les lisières de forêt offrent une variété d'herbes et d'arbustes. Le système digestif de ruminant de la biche lui permet d'extraire un maximum de nutriments des végétaux grâce à ses multiples cavités stomacales et à ses bactéries bénéfiques. Le comportement territorial du chevreuil implique une dynamique sociale complexe malgré sa nature généralement solitaire. La biche maintient un territoire qui chevauche celui de plusieurs autres, partageant des aires d'alimentation tout en conservant des sites de repos et de couchage distincts. Le marquage olfactif, grâce à des glandes situées entre ses sabots et près de ses yeux, signale sa présence et son statut reproducteur aux autres cerfs. L'automne déclenche des changements physiologiques qui préparent la biche à la survie hivernale. Son pelage s'épaissit et s'assombrit, lui offrant une meilleure isolation contre le froid. Elle augmente son intensité d'alimentation, constituant ainsi des réserves de graisse qui lui permettront de survivre aux périodes de raréfaction du fourrage de qualité. Le comportement hivernal du chevreuil démontre sa remarquable capacité à survivre dans des conditions difficiles. La biche réduit son activité pour économiser son énergie et passe plus de temps à se reposer dans des endroits abrités. Sa capacité à métaboliser le brou de moindre qualité lui permet de survivre en se nourrissant d'écorces, de brindilles et de végétation sèche lorsque d'autres sources de nourriture sont indisponibles. Le succès du chevreuil dans la zone contribue à la santé de l'écosystème tout entier. Son broutage contribue au maintien de la diversité forestière en empêchant une seule espèce végétale de dominer.
Sa présence soutient les populations de prédateurs, tandis que sa mortalité hivernale fournit des charognes aux espèces nécrophages. Alors qu'il disparaît dans les profondeurs de la forêt, son territoire borde celui d'un autre mammifère prospère qui a fait sien les habitats diversifiés de la zone. Près du bord de l'eau, un puissant omnivore émerge des roseaux pour commencer sa quête nocturne. Ses épaules massives fendent les hautes herbes comme la proue d'un navire, tandis que la laie sanglier mène son sondeur vers les abords du village abandonné. Ses poils noirs et rugueux reflètent la lumière de fin d'après-midi, soulignant la puissante musculature qui fait d'elle l'une des habitantes les plus redoutables de la zone. Avec près de 150 kilos, cette matriarche impose le respect de tous, sauf des plus grands prédateurs de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Les populations de sangliers de la zone ont explosé au-delà de toutes les prévisions, multipliées par 20 depuis l'accident nucléaire. Ces omnivores intelligents ont trouvé les conditions idéales pour leur croissance démographique, des sources de nourriture abondantes, une intervention humaine minimale et des habitats diversifiés qui soutiennent leur structure sociale complexe. Cette laie dirige une famille de 12 individus sur un territoire qui englobe des terres agricoles abandonnées, une forêt dense et des lisières de zones humides. Son museau puissant, doté de terminaisons nerveuses sensibles, lui sert à la fois d'outil d'excavation et d'organes sensoriels. Elle peut détecter racines, tubercules et petits animaux enfouis à plus de 30 cm de profondeur, tandis que son odorat très développé la guide vers des sources de nourriture à plusieurs kilomètres de distance. Ses défenses courbées, acérées comme des poignards et en constante croissance, lui servent d'armes et d'outils pour creuser et écorcer. L'intelligence de la laie rivalise avec celle des chiens domestiques, ce qui lui permet de résoudre des problèmes complexes et de mémoriser les sources de nourriture saisonnière sur son vaste territoire. Elle a appris à synchroniser ses déplacements pour éviter les meutes de loups de la zone, utilisant des bâtiments abandonnés comme refuge lorsque la pression des prédateurs devient trop intense. Ces cartes mémorielles comprennent des dizaines de sites de repos, d'aires d'alimentation et de voies de fuite. Le printemps apporte le défi annuel d'élever une nouvelle portée de porcelets dans l'un des environnements naturels les plus exigeants. La truie a choisi un emplacement pour sa tanière sous le plancher d'une grange abandonnée, où des fondations en béton la protègent des intempéries et des prédateurs. Sa portée de 8 porcelets, rayés comme de petites tigres, restera cachée dans cet endroit sécurisé pendant son premier mois de vie. Le régime omnivore du sanglier lui permet d'exploiter des sources de nourriture inaccessibles aux autres grands mammifères. Il consomme de tout, des racines et champignons aux petits mammifères et œufs d'oiseaux, adaptant son alimentation aux saisons. Dans les vergers abandonnés, il récolte les fruits tombés avec une précision délicate, tandis qu'en forêt, il déterre de précieux champignons truffiers qui poussent en association avec les racines des arbres. La recherche de nourriture estivale révèle l'impact considérable du sanglier sur la structure du sol et les communautés végétales. Son enracinement, réalisé avec l'efficacité d'un marteau pneumatique, remue le sol jusqu'à plus d'1 demi-mètre de profondeur. Cette bioturbation expose les graines enfouies, crée des sites de germination pour de nouvelles plantes et augmente l'oxygénation du sol, bénéfique pour l'ensemble des communautés végétales. Le comportement social de la truie témoigne de systèmes de communication complexes qui coordonnent les activités du groupe sur de vastes territoires. Elle utilise plus de 20 vocalisations distinctes pour communiquer avec son sondeur, allant de faibles grognements qui maintiennent le contact pendant la tétée à des cris d'alarme explosifs qui avertissent d'un danger imminent. Son marquage olfactif fait appel à des glandes spécialisées qui transmettent des informations détaillées sur son identité et son statut reproducteur. L'automne transforme le sanglier en une machine à fourrager implacable, se préparant au défi de l'hiver. Il peut prendre jusqu'à 2 kilos par jour durant cette période cruciale, son corps se transformant en véritable réserve d'énergie. Les abondantes cultures de la zone, notamment les glands, les faines et les noisettes, fournissent les aliments riches en calories nécessaires à la survie hivernale. L'hiver démontre la remarquable tolérance au froid et la capacité d'adaptation du sanglier.
Son épais pelage d'hiver, combiné à des couches de graisse sous-cutanée, lui offre une isolation qui lui permet de rester actif à des températures bien inférieures à zéro. Il adapte son comportement pour économiser son énergie, réduisant ainsi ses déplacements tout en privilégiant les sources d'alimentation riches en calories qui lui offrent un retour sur investissement énergétique maximal. L'ingénierie écosystémique du sanglier va bien au-delà de la simple perturbation du sol. Son comportement de stagnation crée des micro-habitats qui soutiennent des communautés végétales uniques, tandis que ses activités de dispersion des graines contribuent au maintien de la diversité génétique forestière. Sa présence soutient les espèces charognardes pendant la mortalité hivernale et offre des proies aux prédateurs de la zone. Alors qu'il guide son sifflet vers les aires d'alimentation du soir, son chemin croise celui d'un autre mammifère remarquablement adaptable qui a fait des marges aquatiques de la zone son domaine. Dans les eaux peu profondes où la forêt rencontre le marais, un ingénieur semi-aquatique travaille sans relâche pour préserver son propre royaume sous-marin. Son pelage brun et lisse scintille de gouttes d'eau tandis que le rat musqué fait surface près de sa hutte, une botte de tiges de quenouille fraîchement coupée serrée entre ses dents. Son corps compact, parfaitement conçu pour la vie semi-aquatique, témoigne des prouesses techniques qui ont fait de son espèce l'un des colonisateurs les plus performants de la zone. Avec un peu plus d'1 kilo, elle prouve que la réussite dans la zone d'exclusion de Tchernobyl dépend davantage de son adaptabilité que de sa taille. Les rats musqués sont arrivés naturellement dans la zone, étendant leur aire de répartition à partir de populations établies dans le nord de l'Ukraine. Ils ont trouvé des conditions idéales dans les vastes zones humides créées par l'aménagement des castors et l'inondation naturelle des terres agricoles abandonnées. Cette femelle a établi son territoire dans une section de marais qui englobe 3 hectares d'habitat privilégié pour le rat musqué. La construction de son lodge témoigne d'un savoir-faire architectural remarquable pour un si petit mammifère. Construite à partir de végétation et de boue entrelacée, la structure en forme de dôme s'élève à près d'1 mètre au-dessus de la surface de l'eau, tout en s'étendant profondément sous l'eau. La chambre intérieure, tapissée d'herbes douces et maintenue à température constante, offre une nurserie sécurisée pour l'élevage de plusieurs portées chaque année. Le comportement alimentaire du rat musqué révèle son rôle crucial dans le maintien des communautés végétales aquatiques. Il consomme quotidiennement jusqu'à 40% de son poids en végétation, se concentrant principalement sur les quenouilles, les nénuphars et autres plantes émergentes. Sa récolte sélective empêche une seule espèce de dominer les zones humides, préservant ainsi la diversité végétale qui soutient de nombreuses autres espèces. Le printemps apporte une intense activité reproductive, le rat musqué se préparant à accueillir sa première portée de l'année. Sa gestation de seulement 28 jours lui permet de multiples cycles de reproduction pendant la saison favorable. Elle tapisse sa loge des matériaux les plus doux disponibles, créant ainsi une nurserie isolée qui protégera sa progéniture aveugle et sans défense pendant ses premières semaines cruciales de vie. Ses capacités de nage rivalisent avec celles de mammifères aquatiques bien plus grands. Elle peut rester immergée jusqu'à 15 minutes pour se nourrir, utilisant sa queue comprimée latéralement comme gouvernail et système de propulsion. Ses pattes postérieures, partiellement palmées et munies de soies rigides, lui confèrent des mouvements de nage puissants qui la propulsent à travers la végétation aquatique dense. L'abondance estivale permet aux rats musqués de stocker de la nourriture pour l'hiver. Il stocke des touffes de végétation dans des chambres sous-marines reliées à sa hutte, créant ainsi des réserves de nourriture qui nourriront sa famille pendant les mois difficiles à venir. Sa gestion des caches témoigne d'une connaissance approfondie de la préservation des plantes et des besoins nutritionnels saisonniers. Le comportement territorial du rat musqué implique un marquage olfactif intensif grâce à des glandes musquées spécialisées qui donnent son nom à l'espèce.
Ces communications chimiques établissent les limites du territoire, signalent l'état reproducteur et coordonnent les activités du groupe familial. Ces territoires chevauchent souvent ceux des autres rats musqués, créant ainsi des réseaux sociaux complexes qui optimisent l'utilisation de l'habitat. L'automne est le moment idéal pour entretenir intensément sa hutte et stocker sa nourriture. Le rat musqué renforce les murs de sa hutte avec de la boue fraîche et de la végétation, garantissant ainsi une intégrité structurelle qui résistera à la formation de glace hivernale. Il multiplie les caches alimentaires, stockant suffisamment de végétation pour subvenir aux besoins de sa famille pendant les mois où la végétation fraîche devient indisponible. En hiver, la famille des rats musqués vit sous la glace, dans leur hutte isolée. Ils restent actifs tout au long de la saison froide, accédant à leurs réserves de nourriture par des tunnels sous-marins et entretenant des trous d'aération dans la glace. Les murs épais de la hutte et la multitude d'occupants créent des températures intérieures qui restent bien au-dessus de zéro, même lors des fortes vagues de froid. La présence du rat musqué témoigne de la santé des écosystèmes humides et soutient de nombreuses autres espèces. Ces huttes offrent des sites de nidification aux oiseaux aquatiques, tandis que ces activités d'alimentation créent des zones d'eau libre bénéfiques pour les populations de poissons et d'amphibiens. Sa reproduction régulière soutient les populations de prédateurs, notamment la population de loutres en voie de rétablissement. Alors qu'il termine son entretien nocturne des huttes, ces activités sont observées par un autre spécialiste des zones humides qui a découvert de nombreuses opportunités dans les eaux cristallines de la zone. Des profondeurs des Quenouilles, un chasseur patient émerge pour commencer sa propre expédition de pêche nocturne. Immobile comme une statue sculptée dans la pierre patinée, le héron cendré se tient jusqu'aux genoux dans les eaux cristallines d'un étang à castor. Son élégant cou, plié en S et prêt à attaquer à la vitesse de l'éclair, le positionne pour une occasion de pêche idéale. Chaque ligne de sa carrure d'1 mètre de haut témoigne de sa patience et de sa précision prédatrice, tandis qu'il guette une proie sans méfiance qui s'aventure à portée de frappe. Les hérons cendrés ont trouvé des conditions de chasse exceptionnelles dans les eaux cristallines de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Sans pollution industrielle ni ruissellement agricole, les ruisseaux, étangs et zones humides de la zone abritent des populations de poissons supérieures à celles de la plupart des cours d'eau européens. Cette femelle a conquis un territoire de 5 km d'habitat de pêche privilégié le long de plans d'eau interconnectés. Sa stratégie de chasse représente l'un des exemples les plus raffinés de prédation en embuscade que la nature ait jamais vu. Elle peut rester immobile des heures, ses yeux jaunes scrutant l'eau avec une attention microscopique aux détails. Lorsqu'elle attaque, son bec en forme de lance se déplace plus vite que l'œil humain ne peut le suivre, empalant sa proie avec une précision chirurgicale avant de la lancer habilement en position d'avaler. Les adaptations physiques du héron le rendent parfaitement adapté à la prédation des échassiers. Ses longues pattes, munies d'écailles spécialisées qui lui assurent une bonne adhérence sur les surfaces glissantes, lui permettent de chasser dans des profondeurs d'eau inaccessibles à d'autres prédateurs. Ses vertèbres cervicales, spécialement modifiées pour une extension rapide, peuvent tripler sa distance de frappe en quelques millisecondes. Le printemps marque le rituel annuel de la construction du nid et de l'établissement de la colonie. Le héron a rejoint une petite colonie établie dans la cime des Grands Chênes, près du centre de la zone. Son nid, une imposante plateforme de branches et de brindilles, mesure plus d'1 mètre de diamètre et nécessite un entretien constant tout au long de la saison de reproduction. Son emplacement surélevé assure une protection contre les prédateurs terrestres tout en offrant une excellente vue sur les territoires de chasse environnants. Son régime alimentaire dans la zone reflète l'incroyable diversité de la vie aquatique qui prospère dans des eaux claires. Si les poissons constituent la majorité de ses proies, elle capture également des grenouilles, des campagnols terrestres et, occasionnellement, de petits oiseaux qui s'aventurent trop près du bord de l'eau. Son comportement alimentaire opportuniste comprend la recherche de charognards et même la capture de jeunes oiseaux aquatiques lorsque l'occasion se présente.
la pêche estivale profite des conditions thermiques uniques de la zone. Le héron a appris à chasser aux heures optimales, lorsque l'activité des poissons est maximale, concentrant souvent ses efforts à l'aube et au crépuscule, lorsque les proies sont les plus actives. Sa vue exceptionnelle lui permet de détecter les mouvements des poissons même en eau trouble, tandis que sa capacité à compenser la réfraction de la lumière lui assure des touches précises. Le comportement social du héron pendant la saison de reproduction témoigne d'une coordination complexe entre les couples. Le héron et son partenaire couvent à tour de rôle leurs 4 œufs, maintenant une température et une humidité constantes, essentielles à leur bon développement. Leurs horaires d'alimentation synchronisés permettent aux 2 adultes de chasser tout en assurant la sécurité du nid. La migration automnale offre aux hérons des choix inaccessibles à la plupart des habitants de la zone. Bien que nombre de ces espèces migrent vers le sud, vers des climats plus chauds, la stabilité de l'approvisionnement alimentaire et la douceur des hivers permettent à certains individus de rester toute l'année. Sa décision de rester assure une pression de prédation constante qui contribue à maintenir l'équilibre des populations de poissons tout au long de l'hiver. La pêche hivernale exige des techniques adaptées, car la formation de glace limite l'accès aux eaux libres. Le héron concentre son attention sur les zones où le courant empêche le gel complet, chassant souvent près des barrages de castors où le débit maintient les zones libres de glace. Sa capacité à jeûner pendant de longues périodes lui permet de survivre aux pénuries alimentaires temporaires lors de fortes intempéries. La présence du héron cendré est un indicateur de la santé des écosystèmes aquatiques. Sa reproduction réussie et son taux de survie élevé témoignent du rétablissement des populations de poissons et de la qualité de l'eau dans toute la zone. Sa prédation contribue à contrôler les populations de poissons qui, autrement, risqueraient de surpeupler les systèmes aquatiques restaurés. Alors qu'il termine sa patiente surveillance et se dirige vers un nouveau lieu de chasse, son départ signale la sécurité des poissons plus petits, tout en créant des opportunités pour un autre prédateur aquatique. Dans les sections plus profondes du même étang, un survivant préhistorique glisse silencieusement dans les profondeurs, tout aussi adapté à la vie dans ces eaux en voie de rétablissement. Telle une torpille vivante suspendue dans l'eau ambrée, le grand brochet se tient près d'un tronc d'arbre immergé, son corps aérodynamique parfaitement camouflé dans la végétation aquatique. Mesurant plus d'1 mètre de long et pesant 15 kilos, ce prédateur aquatique de pointe est l'une des espèces de poissons les plus prospères de la zone. Ses flancs vert olive, marqués de barres verticales pâles, se fondent harmonieusement dans les ombres tachetées créées par les branches en surplomb. Les populations de grands brochets de la zone d'exclusion de Tchernobyl ont prospéré au-delà de toute attente. L'absence de pression de la pêche commerciale, combinée à une eau exceptionnellement propre, a permis à ces prédateurs anciens d'atteindre des tailles rarement observées dans les eaux gérées. Cette femelle, estimée à plus de 20 ans, domine une section du réseau hydrographique qui comprend plusieurs bassins et bras morts interconnectés. Sa conception prédatrice est le fruit de millions d'années de perfection évolutive. Son corps allongé, propulsé par une grande nageoire caudale positionnée loin en arrière, lui permet une accélération explosive qui peut la propulser à des vitesses dépassant les 50 km/h. Ses mâchoires massives, armées de plus de 700 dents acérées comme des aiguilles et pointées vers l'arrière, garantissent qu'aucune proie ne s'échappe une fois capturée. La stratégie de chasse du brochet allie patience et action explosive. Il reste immobile parmi les plantes aquatiques pendant des heures, son système de lignes latérales détectant les moindres mouvements de l'eau créés par des proies potentielles. Son excellente vue lui permet de repérer ses proies à des distances considérables, tandis que sa capacité à rester parfaitement immobile le rend presque invisible aux poissons qui s'approchent. La ponte printanière modifie radicalement le comportement du brochet, qui recherche des zones peu profondes et végétalisées pour pondre ses œufs. Il disperse des milliers d'œufs collants parmi les plantes submergées, où ils se développeront sans autre intervention parentale. Les vastes zones humides de la zone offrent un habitat de frai idéal, contribuant ainsi à un recrutement exceptionnel des populations de brochets.
Son régime alimentaire reflète son statut de prédateur opportuniste capable d'attaquer des proies jusqu'à la moitié de sa taille. Si les petits poissons constituent l'essentiel de son alimentation, elle capture régulièrement des grenouilles, des oiseaux aquatiques et des petits mammifères qui s'aventurent à portée de frappe. Sa capacité à déboîter ses mâchoires lui permet d'avaler des proies incroyablement grosses, impossibles à avaler pour sa bouche. Les habitudes de chasse estivale révèlent la nature territoriale et l'intelligence stratégique du brochet. Il maintient plusieurs postes de chasse sur son territoire, se déplaçant de l'un à l'autre en fonction de la disponibilité des proies et des conditions de l'eau. Ces sites d'embuscade, soigneusement sélectionnés pour un avantage maximal, comprennent des arbres tombés, des herbiers et des structures qui offrent à la fois dissimulation et concentration de proies. Le rôle du brochet dans la gestion des écosystèmes aquatiques est inestimable. Sa pression de prédation empêche les espèces de poissons plus petits de surpeupler les systèmes aquatiques, préservant ainsi l'équilibre nécessaire à la santé des communautés aquatiques. Il cible les individus faibles, malades et génétiquement inférieurs, exerçant ainsi une pression de sélection naturelle qui préserve la santé des populations de proies. Le comportement automnal s'intensifie alors que le brochet se prépare à survivre à l'hiver dans les eaux partiellement gelées. Il augmente son rythme d'alimentation, accumulant ainsi les réserves d'énergie nécessaires pour survivre pendant des mois de métabolisme ralenti et de disponibilité limitée des proies. Sa capacité à ralentir son métabolisme lui permet de survivre dans des eaux proches du point de congélation, là où les autres espèces de poissons ne peuvent pas survivre. En hiver, le brochet est moins actif mais reste vigilant. Il se positionne dans des eaux plus profondes où les températures restent plus stables, mais continue de chasser dès que l'occasion se présente. Son adaptation aux eaux froides lui permet de rester actif à des températures qui rendraient les poissons d'eau chaude complètement inactifs. Le succès du grand brochet démontre comment la réduction des interférences humaines profite à l'ensemble des écosystèmes aquatiques. Sa présence témoigne de la propreté des eaux et de l'équilibre des communautés de poissons, tandis que sa prédation maintient la diversité nécessaire à la stabilité de l'écosystème. Alors qu'il regagne les profondeurs après une chasse fructueuse, son territoire borde celui d'un autre prédateur victorieux qui a colonisé les marges de la zone entre terre et eau. Dans les eaux peu profondes et boueuses où les plantes aquatiques rejoignent le rivage, un amphibien patient se prépare pour sa propre chasse du soir. La peau verruqueuse et luisante d'humidité, le crapaud commun émerge de sa cachette diurne sous une dalle de béton effondrée, tandis que le crépuscule s'installe sur le village abandonné. Son corps couleur bronze, recouvert de glandes protectrices sécrétant de légères toxines, le rend presque invisible face à la litière de feuilles et aux débris qui tapissent le sol de la forêt. Mesurant 12 cm de long, il représente l'un des colonisateurs vertébrés les plus abondants et les plus prospères de la zone. Les crapauds communs ont démontré une remarquable résilience à l'exposition aux radiations, leur population affichant des densités supérieures à celles des zones environnantes non contaminées. Cette femelle a pris possession d'un territoire dans une partie d'un village abandonné où les fondations en ruine créent un microclimat idéal pour la survie des amphibiens. Sa présence témoigne de la santé des écosystèmes terrestres et aquatiques. Son comportement de chasse nocturne fait d'elle l'une des plus efficaces antiparasitaires de la région. Elle surgit chaque soir pour patrouiller son territoire, consommant des centaines d'insectes, de limaces et d'autres invertébrés qui pourraient autrement endommager les communautés végétales en voie de rétablissement. Sa langue collante, qui peut s'étendre sur presque toute la longueur de son corps, capture ses proies avec une précision redoutable. La peau du crapaud remplit de multiples fonctions, au-delà de la simple protection. Sa surface perméable permet les échanges gazeux respiratoires, tandis que des glandes spécialisées produisent des buffotoxines qui éloignent la plupart des prédateurs. Sa capacité à absorber l'eau directement à travers sa peau lui évite d'avoir à boire, ce qui lui permet de survivre dans des zones où les eaux de surface peuvent être contaminées. Le printemps déclenche l'un des événements migratoires les plus remarquables de la nature. Le crapaud rejoint des milliers d'autres espèces dans leur périple vers les étangs de reproduction.
Ils naviguent grâce aux signaux célestes, aux champs magnétiques et aux gradients chimiques pour localiser les temps où il est né des décennies plus tôt. Cette fidélité au site de reproduction assure la diversité génétique tout en préservant les adaptations locales aux conditions environnementales. Sa stratégie de reproduction consiste à pondre de longs chapelets d'œufs pouvant contenir plus de 4000 embryons. Elle enroule ces chapelets autour de la végétation submergée en eau peu profonde où le développement s'accélère grâce au réchauffement printanier. La pureté de l'eau de la zone contribue à un taux de survie exceptionnel des têtards en développement. La vie terrestre estivale révèle l'importance du crapaud dans le cycle des nutriments entre les écosystèmes aquatiques et terrestres. Il transporte l'énergie et les nutriments des systèmes aquatiques vers la terre ferme grâce à ses mouvements post-métamorphiques, tandis que ses déchets fertilisent les communautés du sol. Son comportement fouisseur contribue à aérer le sol tout en créant des micro-habitats pour d'autres petits organismes. Le comportement territorial du crapaud implique des communications chimiques complexes via des sécrétions cutanées et des glandes odoriférantes spécialisées. Son territoire, qui couvre environ un demi-hectare, chevauche celui des autres crapauds, mais les différences temporelles dans ses habitudes d'activité minimisent la compétition directe. Il entretient plusieurs refuges qui lui offrent un abri en cas de mauvais temps. La préparation automnale implique une alimentation intensive pour constituer des réserves d'énergie nécessaires à la survie hivernale. La capacité du crapaud à ralentir son métabolisme lui permet de survivre pendant les mois où les proies se font rares et où les températures chutent en dessous de son seuil d'activité. Il recherche des crevasses profondes ou des sols meubles où il peut s'enfouir sous la ligne de gel. L'hibernation hivernale témoigne des remarquables adaptations physiologiques du crapaud aux températures extrêmes. Il peut survivre à un gel partiel grâce à la production de glucose et de glycérol, des composés qui agissent comme antigels naturels. Sa capacité à rester enterré pendant des mois sans se nourrir fait d'elle l'une des résidentes les plus prospères de la zone. La présence du crapaud commun témoigne du rétablissement de l'écosystème au niveau le plus fondamental. Sa sensibilité aux polluants environnementaux en fait un excellent bioindicateur, tandis que son double cycle biologique terrestre et aquatique relie plusieurs types d'habitats. Le succès de sa population démontre que même les espèces sensibles aux radiations peuvent prospérer lorsque les autres facteurs de stress environnementaux sont éliminés. Alors qu'il commence sa chasse nocturne, son territoire borde celui d'une autre créature qui a trouvé des opportunités inattendues dans les écosystèmes en voie de rétablissement de la zone. Dans la canopée, un chasseur aérien nocturne se prépare à profiter de l'abondance d'insectes volants qui émergent de cet environnement exempt de produits chimiques. La zone d'exclusion de Tchernobyl constitue l'un des paradoxes environnementaux les plus profonds de l'histoire. Ce qui a commencé comme le pire accident nucléaire de l'histoire de l'humanité est devenu l'une des réussites les plus marquantes en matière de conservation de la faune sauvage en Europe, non pas malgré l'impact humain, mais grâce à son absence. Les espèces qui prospèrent dans cette nature sauvage radioactive racontent une histoire qui remet en question nos hypothèses fondamentales sur les dommages environnementaux et leur rétablissement. La transformation de la zone en paradis animalier révèle des réalités dérangeantes quant à l'influence humaine sur les écosystèmes naturels. Si les niveaux de radiation demeurent élevés dans toute la zone, ils sont dérisoires comparés aux pressions environnementales que la civilisation moderne inflige régulièrement à la faune. Destruction des habitats, pollution chimique, pression de la chasse, mortalité due à la circulation et stress constant de la présence humaine. Les animaux de la zone d'exclusion sont exposés aux radiations, mais ils prospèrent d'une manière impossible dans des paysages dominés par l'homme. Cette réussite illustre l'ampleur dévastatrice de l'impact environnemental normal de notre espèce. Des populations de loups 7 fois supérieures à celles des régions environnantes, une croissance explosive du nombre de grands mammifères et le retour d'espèces absentes depuis plus d'un siècle démontrent ce que les écosystèmes européens pourraient accomplir sans intervention humaine constante. Cette zone sert de groupe témoin accidentel, nous montrant l'Europe telle qu'elle existait avant que la civilisation industrielle ne refaçonne le continent. L'avenir des populations fauniques de la zone est également incertain. Les effets des radiations pourraient se manifester de manières encore méconnues, tandis que le changement climatique et d'éventuels changements politiques pourraient menacer le sanctuaire créé par l'accident.
Le succès même de ces populations les rend précieuses pour les braconniers et les promoteurs immobiliers, qui pourraient exploiter tout assouplissement des restrictions d'accès. Pourtant, cette zone est porteuse d'espoir et d'enseignements cruciaux pour les efforts de conservation à travers le monde. Elle démontre l'incroyable résilience de la nature lorsqu'on lui laisse l'espace nécessaire pour se rétablir, démontrant que les populations d'animaux sauvages peuvent se reconstituer bien plus rapidement qu'on ne le pensait. Elle prouve que les populations de grands carnivores peuvent coexister et prospérer, que les écosystèmes peuvent se rétablir de dommages apparemment catastrophiques et que parfois, la meilleure stratégie de conservation consiste simplement à prendre du recul et à laisser la nature reprendre sa juste place. Alors, que pensez-vous de la transformation de Tchernobyl en un haut lieu de la faune sauvage ? Pensez-vous que la nature reprend véritablement ses droits ou s'agit-il simplement d'une illusion temporaire ? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre avis. Et si vous avez trouvé cette vidéo fascinante, assurez-vous de vous abonner pour découvrir d'autres histoires époustouflantes de la nature.